chers collègues, honorable assistance, bonjour. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité aujourd'hui pour débattre avec vous une question qui est pertinente et d'actualité surtout. Quel seuil de TSH chez la femme enceinte algérienne dans les recommandations internationales? Vous savez très bien que la grossesse est un état de bouleversement endocrinien majeur, mettant la thyroïde en état de stress, afin de subvenir aux besoins thyroïdiens maternels et fœtals et aussi aux besoins accrus métaboliques au cours de la grossesse. Vous savez très bien que la pathologie thyroïdienne n'est pas rare, elle représente la deuxième cause de maladie endocrinienne au cours de la grossesse après le diabète gestationnel. Et l'état gravidique va perturber les critères diagnostiques de ce dysfonctionnement thyroïdien qui va retentir sur la grossesse, entraînant des conséquences materno-fœtales très néfastes. Donc, d'où l'intérêt de faire un diagnostic précoce afin de traiter rapidement, parce que c'est une urgence thérapeutique, et améliorer ses conséquences materno-fœtales. Et pour faire le diagnostic, il est plus que nécessaire d'avoir une interprétation spécifique à la grossesse du statut thyroïdien. Un petit rappel sur les modifications physiologiques de la fonction thyroïdienne au cours de la grossesse. Comme elle a dit le professeur Othman, donc la grossesse s'associe à un état d'inflation hormonale, une hyperestrogénie majeure, qui est responsable d'une augmentation de cette protéine transportrice, la TBG, responsable d'une réduction des hormones périphériques libres. Et vous savez très bien que les hormones thyroïdiennes sont sous deux formes, la forme libre et la forme liée aux protéines de transporteur. Et celle qui est libre, c'est la forme qui est active. Donc, il y aura un feedback positif, ça va entraîner l'augmentation de la TSH. De l'autre côté, donc vous avez cette augmentation, cette synthèse de la CG placentaire qui présente une similitude structurelle avec la TSH, donc ça va entraîner une freination de la TSH. Il y a aussi l'effet de la désodase placentaire de type 3 qui va entraîner une dégradation des hormones thyroïdiens, augmentant ainsi les besoins en hormones thyroïdiens. Il y a aussi la clairance de l'iodure, la clairance rénale de l'iodure qui est déjà augmentée dès le début de la grossesse, augmentant les besoins de l'iode, associé à ce passage transplacentaire pour permettre au fœtus de synthétiser les hormones thyroïdiens à partir de la deuxième semaine. Donc tous ces facteurs vont entraîner un stress pour la thyroïde afin d'augmenter ses capacités de synthèse. Récemment, lors de l'ETA 2024, il y a d'autres marqueurs placentaires qui vont intervenir et qui vont retentir sur le fonctionnement thyroïdien. C'est des facteurs de croissance placentaire, des facteurs de croissance d'endothélium. Lorsqu'ils sont augmentés, ça va entraîner un dysfonctionnement thyroïdien. On va par la suite voir l'évolution du fonctionnement de la fonction thyroïdienne au cours de la grossesse. Là, je vous ai dit, il y a cette augmentation de l'hormone chorionique placentaire, la CG, qui est plus importante au cours du premier trimestre. Là, vous ne voyez pas le pointeur. Je vais essayer de l'activer. Voilà. Donc, on voit ce pic de la CG qui est au cours de la première partie de la grossesse, donc entraîne une augmentation de la synthèse de la T4. Donc, c'est une augmentation graduelle qui va se stabiliser la deuxième partie de la grossesse à 1,5 fois la normale. Associé à cela, donc, il y aura une augmentation de la TBG secondaire à cette hyperostrogénie. Donc, on aura par la suite la réduction de nombre de T4 libres. Donc, vous savez très bien qu'on se base au cours de la grossesse pour l'interprétation, pour la détection plutôt de dysfonctionnement thyroïdien sur le bilan hormonal. Parce qu'au cours de la grossesse, il n'y a pas de symptômes hormonaux, il n'y a pas de symptômes spécifiques de l'hypothyroïdie, vu les signes sympathiques et les autres signes qui s'associent à la grossesse. Donc, pour les normes de la T4, donc la mesure de la T4, elle est difficile, et d'interprétation, donc elle n'est pas facile face aux modifications physiologiques propres à la grossesse. Bien évidemment, donc il y a les méthodes de référence, c'est la chromatographie en phase liquide avec spectromètre de masse au TELDEM. Donc c'est une méthode qui est de référence, mais elle est chronophage, elle est difficile, elle est coûteuse et elle n'est pas disponible dans tous les laboratoires. Sinon, les méthodes immunologiques qui sont automatisées, rapides, restent des méthodes assez satisfaisantes, mais bien sûr, il faut avoir des intervalles de référence spécifiques pour pouvoir interpréter. Sinon, l'ATA, elle propose comme alternative d'utiliser le calcul de l'index de T4 libre jusqu'à la 16e semaine d'aménorrhée, et par la suite, on pourra utiliser le dosage de la T4 totale. Et pour ce qui concerne la concentration plasmatique de la TSH, donc, comme je vous ai dit, il y a l'effet de freination de la CG, là que vous voyez donc en bleu, donc il y aura un effet miroir
qui est responsable de l'effet TSH-like, de l'abaissement des normes de la TSH au cours surtout de la première partie de la grossesse, puis ça va augmenter au cours de la deuxième partie et deuxième trimestre et troisième trimestre. Et là, si on va s'intéresser à l'évolution de la concentration plasmatique de la TSH au cours de la grossesse avec ces intervalles de référence, là vous voyez une baisse qui est considérable au cours du premier trimestre. Là vous voyez les intervalles avec le seuil limite basse et la limite supérieure, et puis il y aura une augmentation graduelle et progressive au cours du deuxième trimestre et troisième trimestre, et on voit plus la limite supérieure qui est intéressée, qui est plutôt touchée par cette modification. Et cette modification de la TSH en réponse à la CG, elle manque en cas de présence des anti-TPO. Là, vous voyez sur cette courbe, lorsqu'il y a les anti-TPO, lorsqu'ils sont positifs, donc on n'aura pas cette augmentation de FT4 et on n'aura pas cette réduction de la TSH. Alors, donc vous avez bien compris que la concentration de la TSH maternelle, elle varie selon plusieurs facteurs. Parmi les facteurs, c'est le terme de la grossesse, on vient de dire. Le facteur aussi, le taux de la TSH, plutôt le taux de bêta-ACG. Donc une grossesse monofœtale, ce n'est pas comme une grossesse gémellaire ou plusieurs fœtus. Donc il y aura plus de freination. Aussi selon l'existence ou non des anti-TPO, selon la poriodée, donc par exemple dans une région où il y a un carence iodée, donc il y aura une augmentation de la TSH, il y a aussi une augmentation du volume thyroïdien. Aussi en rapport aussi avec l'indice de masse corporelle, par exemple chez la femme enceinte lorsqu'elle présente une obésité, donc il y aura une augmentation de cette leptine qui va stimuler la TSH. Et surtout, selon l'ethnie. Là, vous voyez, selon ce tableau qui résume les différentes études qui ont utilisé des intervalles de référence propres à leur population, là, vous voyez très bien, par exemple, une population américaine où la limite supérieure de la TSH, de leur intervalle de référence, elle est 3,6, elle est nettement différente que celle de l'Australie, où la limite supérieure, elle est plus basse à 2,5. Alors, est-ce qu'on doit utiliser le même seuil de TSH, les mêmes valeurs de TSH pour toutes les populations ? Donc, selon ces observations, donc, l'American Thyroid Association donc, elle a revu ses recommandations. Donc, en 2011, donc, c'était une limite. Donc, la TSH au premier trimestre, elle était limitée à 2,5. Deuxième trimestre, elle est limitée à 3. La même chose pour le troisième trimestre. Donc, elle a révisé ses recommandations et elle recommande vivement des normes de référence spécifiques à la grossesse et surtout adaptée à la population ethnique, étudiée plutôt, et à défaut, donc on peut utiliser comme limite supérieure de la TSH à 4 micro-unités par ml, ce qui reflète une réduction moyenne de 0,5 micro-unités par ml de la TSH du début de la grossesse. La même chose, la même recommandation était faite par le Royal College des obstétriciens et des gynécologues qui limite la limite supérieure de la TSH à 4 micro-unités par ml tout au long de la grossesse. Donc, en s'alignant à ces recommandations, plusieurs pays tels que la France, la Chine, l'Espagne, l'Allemagne, l'Inde, l'Iran, le Pakistan et l'Émirat, donc le Soudan aussi, les USA, l'Australie et le Japon, donc se sont efforcés à rechercher leur intervalle de référence propre à leur population. Et ce seuil est très important. Pourquoi? C'est surtout pour le diagnostic de l'hypothyroïdie au cours de la grossesse. Vous savez, c'est le retentissement de l'hypothyroïdie et il est grave au cours de la grossesse. Et cette hypothyroïdie est large éventail entre l'hypothyroïdie infraclinique. Je vous rappelle qu'elle se définit avec une augmentation de la TSH et le taux de l'FT4. Il est normal, jusqu'à l'hypothyroïdie clinique vraie, où la TSH elle est élevée et l'FT4 elle est basse. Et là, vous voyez, par exemple, nos normes en Algérie, selon le travail de professeur Brakni, professeur Ammani, et même le travail de professeur Agdader. Donc, en Algérie, donc, l'intervalle, plutôt la prévalence de l'hypothyroïdie, elle varie entre 6,5 jusqu'à même 10, voire même 11%. Donc, l'étiologie, elle est dominée par les causes auto-immunes et cette prévalence, elle est variable en fonction de la population étudiée, en fonction du statut OD et en fonction du moment de diagnostic de cette hypothyroïdie et surtout, en fonction des critères de définition. Là, par exemple, les travaux qui ont été effectués en Algérie, ils ont utilisé comme cut-off, comme limite supérieure, les anciennes recommandations 2014 et 2000 de l'ETA et de l'ATA qui étaient de 2,2 au premier trimestre. Là, je vous apporte donc cette étude chinoise qui a concerné presque 5000 femmes enceintes avec, vous voyez, la distribution des intervalles de référence de la
TSH au cours du premier trimestre de la grossesse, et vous voyez, en utilisant les intervalles de référence de la TSH propre à cette population, donc la prévalence de l'hypothyroïdie était 4%. Mais en utilisant les critères de l'ATA qui était 2,5, vous voyez, donc la prévalence elle est passée à 20%. Donc cela pourrait mener à un surdiagnostic et bien sûr par la suite un surtraitement, un traitement abusif. Alors pour les conséquences, comme je vous ai dit, les conséquences materno-fœtales de l'hypothyroïdie sont équivoques, elles sont graves, et surtout en fonction de l'ampleur, en fonction de la gravité, en fonction du moment de diagnostic. Plus elle est précoce, plus elle est profonde, plus les complications sont graves. Donc il y a des complications maternelles et fœtales. Sur le plan obstétrical, donc au début déjà, avant la grossesse, en pré-conceptionnel, donc il y a le risque d'infertilité, le risque d'avortement à répétition, d'HTA, prééclampsie, diabète gestationnel, et d'autres complications graves. Le bébé, donc le fœtus, donc il y aura le risque, on va parler d'altération de la quotient intellectuelle, de degrés variables, et elle ne s'arrête pas en intra-utérin, il va encaisser ces complications tout au long, même durant son enfance. Donc il y a des études qui ont prouvé qu'il y a une réduction de la masse, cérébrale jusqu'à l'âge de 9 ans, 10 ans, avec retard important de la quotient intellectuelle allant jusqu'à 4 points. Alors, quel est le bénéfice du traitement de l'hypothyroïdie au cours de la grossesse? Donc, le bénéfice, il est indéniable lorsque l'hypothyroïdie elle est confirmée. Donc, on va éviter toutes les complications. Donc, le souci, c'est par rapport à l'hypothyroïdie subclinique. Est-ce que cette hypothyroïdie subclinique présente des complications? Quel est le seuil à utiliser pour définir cette hypothyroïdie subclinique? Quelle est la place des anti-TPO? Et quel est l'effet du traitement? Est-ce que si on va traiter, est-ce qu'il n'y aura pas de complications? Donc, ce tableau résume les différentes études. Donc, plusieurs études ont rapporté qu'il y a des complications obstétricales de l'hypothyroïdie infraclinique, mais les complications fœtales ne sont pas confirmées. Et qu'en est-il par rapport au bénéfice du traitement de l'hypothyroïdie subclinique? Là, je vous ai apporté cette méta-analyse qui a inclus donc 13 études de cohorte et des essais contrôlés randomisés, portant sur total plus de 11 000 femmes enceintes. Là, le traitement avec l'évothyroxine, certes, ça va réduire les accouchements prématurés, certes, ça réduit les complications obstétricales, les fausses couches, le diabète gestationnel, mais la qualité de preuve, elle est très faible. Et sur les analyses séquentielles, les résultats sont insuffisants et sont peu concluants. La même chose pour le bénéfice du traitement pour l'hypothyroïdie infraclinique. Lorsque la TSH elle est entre 2,5 et 4, en présence même des anti-TPO, la qualité de preuve elle est insuffisante et toujours elle est sujet de controverse. Donc, à la lumière de ces données, plusieurs recommandations ont été adoptées. Donc, au début, c'était la HES, l'Endocrine Society, et puis il y a l'ATA, le TA, et récemment, il y a celui du Collège des gynécologues et de la HAS en 2023. Donc, multitude et des changements perpétuels des recommandations suite à ces observations. Donc, c'est un arbre décisionnel, les plus récents, donc, qui résume la conduite à tenir. Qu'est-ce qu'on va faire devant une TSH? Si on va doser la TSH, si la TSH elle est entre 2,5, là vous me dites 2,5, pourquoi vous utilisez le 2,5? Je vais vous dire 2,5 et 10, on va doser les anti-TPO. Si les anti-TPO sont positifs et la TSH elle est entre, là j'ai perdu le pointeur, voilà. Et la TSH, elle est entre 2,5 et 4. Donc, à ce moment-là, on va discuter le traitement. On va voir est-ce qu'on va traiter ou on ne va pas traiter. Si la TSH, elle est supérieure à 4, là, ils recommandent de traiter clairement. Et si les anti-TPO sont négatifs et la TSH, elle est inférieure à 4, on ne traite pas. Et si la TSH, elle est supérieure à 4, on peut traiter. Donc, il faut discuter le traitement. Vous me dites selon quoi on va conclure et je vais vous dire. Donc, l'absence de valeur de référence thyroïdienne de la population algérienne constitue un obstacle majeur à une interprétation fiable des bilans thyroïdiens au cours de la grossesse. Et afin de réduire les pièges diagnostiques et thérapeutiques des troubles thyroïdiens pendant la grossesse, le médecin algérien doit équilibrer sa rigueur scientifique et son bon sens clinique en tenant compte des seuils recommandés et surtout du contexte clinique de la patiente, les symptômes, est-ce qu'il y a des antécédents familiaux personnels, est-ce que c'est une grossesse à risque, et surtout en s'aidant des dosages complémentaires tels que l'FT4 et les anti-TPO. Bien évidemment, en attendant la définition des normes de la TSH et l'élaboration du consensus algérien, en se basant
sur une collaboration, bien évidemment, donc multidisciplinaire. Donc le rôle de l'endocrinologue avec son expertise hormonale et sa décision thérapeutique, le rôle du gynécologue avec son suivi prénatal et surtout son dépistage de cette hypothyroïdie, et le rôle de biologiste et de biochimiste dans la standardisation des méthodes de dosage. Et je vous remercie.